J'avais un mauvais pressentiment à propos de mon fiancé, alors j'ai envoyé ma nièce, faisant semblant d'être ma fille. Ce qui lui a murmuré au moment où j'ai quitté la table a mis fin à nos fiançailles pour toujours. La bague était à mon doigt depuis 3 semaines quand j'ai commencé à l'enlever. La nuit, non pas parce qu'elle était inconfortable. C'était une belle bague, un anneau en platine, un diamant taille coussin, le genre de bague qui fait que les inconnus regardent votre main dans les cafés et sourient. C'était la bague d'un homme qui prêtait attention aux détails, et c'est exactement ce qui commençait à me terrifier. Je la glissai de mon doigt, la posai sur le comptoir de la salle de bain, et la regardai sous la lumière de la vanité pendant que je me lavais le visage. Je me disais que je ne voulais pas l'accrocher à la tête d'oreiller. Je me disais que c'était une habitude pratique. Je me suis dit beaucoup de choses. Pendant ces 3 semaines, dans cette salle de bain, dans le silence particulier d'une maison qui avait appris à retenir son souffle. J'avais 58 ans. J'avais survécu à 2 mariages, construit un cabinet de conseil régional depuis un bureau dans ma chambre d'amis, payé les études privées de 2 enfants. D'employés avec les primes que je versais à Noël. Je n'étais pas une femme qui s'effrayait facilement. Et pourtant, chaque nuit, la bague était enlevée. Le matin où j'ai finalement arrêté de me mentir, j'étais debout à mon comptoir de cuisine à 6h47 avec une tasse de café, regardant Richard se déplacer dans mon salon comme l'eau trouve les points bas d'un plancher. Il touchait des choses. Pas de manière évidente. Il ne ramassait rien, juste effleurait du bout des doigts la crédence, le dossier du fauteuil, le bord de la bibliothèque, comme s'il prenait des mesures. Comme s'il mémorisait un espace qu'il comptait occuper différemment plus tard. Il m'a surprise à le regarder et a souri. « Bonjour, dit-il. Tu fais le meilleur café. » Et j'ai souri en retour, mais j'ai pensé, je te vois. J'étais célibataire depuis 4 ans quand Richard Calloway est entré au gala de charité que mon cabinet coparrainait en novembre. 4 ans depuis mon deuxième divorce, qui avait été, au sens juridique technique, simple, et dans tous les autres sens, une lente démolition. Mon deuxième mari, Paul, était parti. Avec un mot sur la table de la cuisine et un chèque de banque pour ce qu'il prétendait être sa moitié de notre compte joint, ce qui s'est avéré représenter son interprétation de « joint », qui était très souple. Mon avocate, Margaret Fenn, 12 ans d'expérience en droit de la famille, adepte des blasers architecturaux et des évaluations directes, a passé la majeure partie de 8 mois à récupérer ce qui m'appartenait. Je m'en suis sorti intact, pas indemne. Mais intact. Il y a une différence. Alors quand je dis que je ne cherchais personne à ce gala, je le dis de la manière spécifique dont les femmes de plus de 50 ans le disent. J'avais fait la paix avec le fait de ne pas chercher, ce qui est une forme d'aboutissement en soi. Richard Calloway avait 55 ans, des tempes argentées, de manière à ce que cela paraisse distingué avant toute autre chose. Blazer bien coupé, bonne chaussure, l'aisance particulière de quelqu'un qui n'a jamais eu à se soucier d'être dans une pièce. Il n'était pas l'homme le plus attirant de l'assemblée. Il était le plus posé. Nous avons parlé pendant 40 minutes d'un documentaire sur la géologie des fonds marins qu'il avait vu la semaine précédente. Il était curieux et drôle, et posait des questions comme le font les gens lorsqu'ils sont réellement intéressés par les réponses. Il n'a pas essayé de m'impressionner. C'est ce que j'ai le plus remarqué. Il m'a simplement parlé. Comme si je valais la peine d'être écouté. Je lui ai donné ma carte. 6 mois ont suivi, qui ont été, je le dirai clairement, les 6 mois les plus agréables que j'ai vécu avec une autre personne depuis longtemps. Richard était présent. D'une manière que mes précédents mariages m'avaient appris à ne plus attendre. Il se souvenait de choses, un commentaire que j'avais fait sur mon sentier de randonnée préféré, un dessert que j'avais mentionné une fois, et plus jamais. Il était patient et chaleureux, et m'a présenté son fils adulte, Kevin, qui avait 31 ans et était agréable, et a dit « Papa parle de toi constamment.
d'une manière qui semblait sincère plutôt que répétée. Je n'étais pas naïve. J'observais, mais ce que j'observais, c'était les choses que j'avais appris à observer. L'affection qui se refroidit. Les commentaires critiques déguisés en préoccupation. Le brouillard progressif des besoins de quelqu'un d'autre qui remplace les vôtres. Je ne regardais pas ce que Richard était réellement. Cela a pris plus de temps à comprendre. La première chose qui a attiré mon attention était petite. Nous étions dans ma cuisine, un dimanche de mars, peut-être un mois après que nous ayons commencé à nous fréquenter régulièrement, et Richard a passé sa main sur le comptoir en granit, pas de manière désinvolte. Délibérément, comme on passe la main sur une surface quand on évalue sa qualité. « Tu as vraiment construit quelque chose de beau ici, Maggie, dit-il. Ce serait dommage que quelqu'un le dérange. » Un choix de mots étrange, déranger. Je l'ai noté. Je me suis dit, il me fait un compliment. Il me fait simplement un compliment. Mars a glissé vers avril, avril vers mai, et les petites choses ont continué à arriver. Nous dînions à la maison, un mercredi, tard, tous les deux fatigués, quand il a mentionné, l'air de rien, au-dessus des pattes, qu'il avait un ami qui avait perdu une part importante de son patrimoine à cause d'un litige qui aurait pu être évité. As-tu tout consolidé, financièrement? À notre âge, un seul faux pas peut annuler des décennies de travail. Je détesterais te voir exposé de cette façon. À notre âge, pas son âge, le mien. Je l'ai regardé par-dessus mon verre de vin. Il a rendu mon regard, concerné et chaleureux. J'ai dit, j'ai de bonnes personnes autour de moi. Je ne m'inquiète pas. Il a hoché la tête, satisfait, et a changé de sujet. Je n'avais pas mentionné mon conseiller financier ou mon avocate. Il n'avait pas demandé directement. Ce n'était qu'un commentaire, juste une préoccupation. Je me suis dit, il t'aime. Les gens qui aiment disent des choses comme ça. Mais mon estomac avait dit autre chose, bas et certain, et je l'avais ignoré. L'incident avec la serveuse s'est produit fin mai. Nous étions dans un petit bistrot français où nous étions allés 2 fois. Auparavant, le Maison Blanc du côté et de la ville, le genre d'endroit avec 2 vraies nappes et une carte des vins qui demande un moment de réflexion. Notre serveuse était jeune, 25, 26 ans, cheveux foncés, compétente et amicale. Quand elle s'est penchée sur la table pour remplir le verre d'eau de Richard, il l'a regardé. Ce n'était pas un simple coup d'œil. C'était un maintien. 2 secondes complètes de contact visuel soutenu avec une sorte d'évaluation délibérée que j'ai reconnue, non pas chez Richard, mais de ma propre expérience professionnelle d'entretien avec des candidats, le regard qui dit « Vous êtes évalué et vous ne le savez pas ». Puis il s'est tourné vers moi et a souri. Parfaitement. Le canard ici est excellent, dit-il. J'ai commandé le canard. Il n'avait aucun goût. Voici ce que je savais de moi-même. À 58 ans, après 2 mariages et une vie reconstruite, j'étais capable de voir des fantômes. Ma thérapeute, le docteur Anita Reyes, 17 ans de pratique, spécialisée dans les traumatismes relationnels et ce qu'elle appelait la recalibration post-trahison, m'avait aidé à comprendre que les femmes qui ont été profondément trompées une fois importent parfois l'architecture de cette tromperie sur des situations innocentes. La reconnaissance de forme devient un fardeau. Chaque homme devient une version de l'homme qui vous a blessé. J'avais fait le travail. Je savais cela de moi-même, et c'est précisément ce qui rendait les semaines suivantes si difficiles. Je ne pouvais pas dire si ce que je ressentais était Richard, ou si c'était le fantôme de Paul superposé sur lui. Je ne pouvais pas dire si les doigts qui inventoriaient les questions financières et le regard de 2 secondes sur la serveuse s'ajoutaient à quelque chose de réel, ou si j'assemblais des preuves pour un cas qui n'existait pas. J'avais besoin de quelqu'un d'autre dans la pièce. J'ai appelé Chloé à minuit 6 un jeudi
Chloé est ma nièce, la plus jeune de mon frère, 25 ans, en fin de master en psychologie sociale à Northwestern. Elle est perspicace de la manière spécifique dont les étudiants en psychologie sociale sont perspicaces, c'est-à-dire qu'elle remarque les mécanismes sous-jacents au comportement, pas seulement le comportement lui-même. Elle avait rencontré Richard une fois à une fête d'anniversaire de famille en avril et était venue me trouver dans la cuisine après et avait dit, sans préambule, il te regarde quand tu ne le regardes pas de la bonne manière. Je l'avais ignoré alors. Je ne l'ai pas ignoré maintenant. Je veux le tester, j'ai dit quand elle a décroché. J'ai besoin que tu sois ma fille. Un silence. Tu n'as pas de fille. C'est ça le but. Je vais lui dire que j'en ai une. Que nous nous sommes disputés et que nous nous réconcilions. Ensuite, je veux te présenter. J'ai besoin d'un autre regard. Qu'est-ce que nous cherchons? Tout. Elle est restée silencieuse un instant. D'accord, dit-elle. J'ai dit à Richard le soir suivant. Autour d'un verre de vin, à la table de la cuisine, la même table où il avait mentionné les finances consolidées, et j'ai adouci ma voix, comme si je confessais quelque chose de personnel et légèrement douloureux. J'ai une fille, dis-je. 25 ans. Quelques années difficiles, une dispute à propos de quelque chose de vieux et compliqué, mais nous nous reconstruisions. Son nom était Chloé. Nous devions nous rencontrer pour un café ce samedi. J'ai observé son visage pendant que je disais cela. Quelque chose l'a traversé, rapide, comme une ombre qui traverse le sol quand un nuage passe devant le soleil. Le sourire est resté, mais c'est rigidifié au bord. Ses yeux sont devenus très fixes, comme le deviennent les yeux quand un esprit travaille rapidement derrière eux. Puis tout est revenu. Facile. Chaleureux. Intéressé. Une fille, dit-il. Comme c'est merveilleux. J'adorerais la rencontrer. Et puis, si petit que je ne l'ai presque pas remarqué, ses épaules se sont abaissées, pas complètement. D'un demi-pouce peut-être. Le relâchement d'une tension qu'un corps ne sait pas qu'il porte jusqu'à ce que la chose qu'il craignait ne se matérialise pas. Il avait été soulagé. À propos de quoi? Je suis resté éveillé longtemps cette nuit-là, l'écoutant respirer dans l'obscurité, et j'ai pensé à ce demi-pouce. Je n'ai pas chômé. Pendant les jours entre cette conversation et le café du samedi. J'ai roulé 45 minutes au nord jusqu'au bureau de Diane Castellano, qui était ma plus proche amie depuis notre première année à Georgetown Law School, qui avait pratiqué le droit successoral et la protection d'actifs pendant 26 ans. Qui avait l'instinct d'un général de terrain et la patience de quelqu'un qui a passé des décennies à regarder les gens la sous-estimer. J'ai apporté des copies de tout. L'acte de propriété de ma propriété, la structure actuelle de la propriété de ma société de conseil, mes comptes financiers, l'accord prénuptial que l'avocat de Richard avait envoyé. Que j'avais lu 4 fois et trouvé étrangement construit de manière que je ne pouvais pas tout à fait articuler mais qui me faisait sentir bizarre. Diane lut le contrat de mariage en 11 minutes, soit 4 minutes de moins que ce à quoi je m'attendais. Assieds-toi, dit-elle. Elle me l'expliqua. Le langage était conçu pour paraître protecteur tout en fonctionnant comme un document de cartographie, une manière d'inventorier les actifs sous le couvert de leur protection. Une clause en particulier, enfouie à la page 7 sous un titre de section appelé divulgation mutuelle, m'aurait obligé à fournir un compte rendu complet de tous les comptes, propriétés et intérêts commerciaux dans les 30 jours suivants. La date du mariage. Il y avait une disposition correspondante qui accordait à Richard un rôle consultatif dans toute décision financière majeure pendant les 12 premiers mois du mariage, alors que moi, et je dois vous faire comprendre cela, alors que j'étais, et je cite, dans une période de stress élevé ou de transition de vie significative. J'ai regardé cette clause pendant longtemps. Qui a écrit ça, ai-je demandé.
Quelqu'un qui sait exactement ce qu'il fait, a dit Diane. Elle a fait des copies de toutes et les a mises dans une enveloppe datée et scellée qui est allée dans son classeur. Puis elle m'a regardé avec l'expression qu'elle utilise quand elle veut être sûre d'avoir été comprise. Si quelque chose arrive, dit-elle, j'ai une trace écrite qui démontre l'état de vos biens et de vos intentions avant que ce mariage n'ait lieu. Il ne pourra pas prétendre que vous avez accepté quoi que ce soit que vous n'ayez pas explicitement accepté. Tu penses que j'ai raison, dis-je. Je pense que j'ai déjà vu ce document, dit-elle. Pas identique, mais de la même famille. Samedi. Un café appelé l'Enline, un de ces endroits chaleureux, lambrissés, où la musique acoustique est jouée un peu trop doucement, et où l'éclairage fait que tout le monde paraît mieux qu'à l'extérieur. Je l'avais choisi délibérément. Assez petit pour être intime, assez ouvert pour que je puisse voir toute la pièce depuis le couloir menant aux toilettes. Chloé est entrée à 10h08. Elle était habillée comme ma vraie fille pourrait s'habiller. Décontractée mais soignée. Un sac fourre-tout en toile. Les cheveux détachés. La confiance détendue particulière d'une jeune femme à l'aise dans sa propre peau. Elle avait les pommettes de sa mère et une qualité d'attention dans les yeux que la plupart des gens ne remarquaient pas tout de suite. Richard s'est levé si vite que sa chaise a raclé le parquet. Vous devez être la fameuse fille, dit-il. Il était déjà autour de la table, tirant sa chaise, et j'ai vu son visage se transformer d'une manière que je ne peux décrire que comme un investissement, la même qualité de présence qu'il m'avait accordé 6 mois auparavant à ce gala, concentré maintenant. Dirigé efficacement. Votre mère n'a pas mentionné à quel point vous étiez charmante. Chloé s'est assise. Je me suis assise. Le café est arrivé. Il a orienté son corps vers elle dans les 90 premières secondes. Pas de manière dramatique, juste cette subtile rotation qui place quelqu'un au centre de votre attention tout en plaçant quelqu'un d'autre légèrement en dehors. Il lui a demandé ce qu'elle étudiait, à quelle fréquence elle rendait visite, si elle vivait à proximité. Il posait ces questions comme on le fait quand on construit une carte, quand on établit un terrain, qu'on a l'intention de traverser plus tard. Petite pause, si vous voulez plus d'histoires comme celle-ci en meilleure qualité, mon Spotify est lié dans la description. Puis il a posé sa main sur la mienne, tapotant, sans me regarder, et a dit à Chloé, elle a été tellement fatiguée cette semaine, je lui dis toujours que le travail est trop pour elle, il a secoué la tête, tendre, inquiet, elle t'écoutera d'une manière qu'elle ne m'écoute pas encore. Je me suis excusé pour aller aux toilettes. Je suis resté dans le couloir pendant exactement 6 secondes, assez longtemps pour être au coin, pas assez longtemps pour que quiconque se demande où j'étais, et puis mon téléphone a vibré. Chloé, reviens maintenant, 2 mots, pas de ponctuation. Le genre de message que l'on envoie quand on n'a pas le temps d'en dire plus. Je suis revenu. Lentement. J'ai fait le long chemin, en passant par le côté de la pièce où un grand paravent en bois séparait le coin salon principal du couloir. Je me suis arrêté. Derrière. Richard avait les coudes sur la table, penché vers elle. La voix basse. Mesurée. Le registre qu'il utilisait quand il était confidentiel. Il y a beaucoup de paperasse qui arrivent pour elle avec le mariage. Des choses prénuptiales. Des divulgations d'actifs. Je vois que cela l'épuise. Une pause, parfaitement synchronisée. Si tu pouvais gentiment l'encourager à ne pas se presser, à ne rien signer quand elle est si fatiguée, elle te fait plus confiance qu'elle ne me fait confiance encore. Une autre pause. Je ne pense qu'à elle. Je me suis tenu derrière ce paravent en bois et j'ai senti quelque chose se produire dans ma poitrine qui n'était ni chagrin ni rage, mais plutôt une clé tournant dans une serrure dont je n'avais pas su qu'elle était sur ma propre porte d'entrée. Il avait identifié mon point faible, ma fille fictive, et donc, selon son calcul, mon véritable angle mort émotionnel.
En moins de 10 minutes après l'avoir rencontrée, il avait évalué Chloé de la même manière qu'il avait évalué cette serveuse et qu'il avait évalué mon comptoir, et il avait décidé, avec l'efficacité de quelqu'un qui avait déjà fait cela. Quelle était la voie la plus rapide vers ce qu'il voulait réellement, qui n'était pas moi? Les yeux de Chloé ont rencontré les miens par-dessus son épaule. Elle semblait presque désemparée. Les yeux écarquillés, des couleurs sûres. Les joues. Elle avait 25 ans et avait étudié le comportement humain formellement pendant 3 ans, et elle n'avait pas été pleinement préparée à ce que cela faisait d'être la cible directe. J'ai contourné le paravent et me suis rassise. J'ai joint les mains sur la table, comme je le faisais lors des dépositions quand je pratiquais encore, quand je voulais faire comprendre à l'autre partie que j'avais plus de temps qu'elle. Richard, dis-je, voudrais-tu me répéter ce que tu viens de dire à ma fille? La transition fut extraordinaire. Je veux être clinique à ce sujet car je pense que c'est important. La fausse préoccupation ne s'est pas estompée. Elle s'est décollée, comme un autocollant sur une surface propre. Un coin, puis le tout, vite et complètement. Ce qui est apparu en dessous n'était pas de la colère, pas de la culpabilité. C'était quelque chose de froid et d'évaluatif, la même qualité qui avait été dans ses yeux quand il avait regardé la serveuse. Il évaluait l'étendue des dégâts. Maggie, ma chérie. La voix était toujours contrôlée. Le « ma chérie » était une lame. Je pense que tu as mal compris. Chloé n'est pas ma fille. Dis-je. C'est ma nièce. Je lui ai demandé de nous rencontrer aujourd'hui parce que mon intuition me disait quelque chose depuis des semaines et j'avais besoin de savoir si je l'imaginais. Sa mâchoire s'est serrée, un petit mouvement. Mais je l'observais. Tu dois aussi savoir, dis-je, qu'il y a 2 jours, j'ai apporté des copies de tous les documents que tu as demandés, chaque document financier, le contrat de mariage que ton avocat a envoyé, mon acte de propriété, à mon amie Diane Castellano. Elle est ma meilleure amie depuis la faculté de droit, 26 ans. Dans le droit des successions et la protection des biens. J'ai gardé ma voix. Égale, calme, sans affectation. Elle a un dossier daté et scellé. Si jamais tu devais prétendre que j'ai accepté quelque chose que je n'avais pas ou que tu avais un quelconque droit à des décisions prises avant l'existence de ce mariage, elle a la documentation exacte de la situation dans son bureau, datée. Le silence était précis, non. Pas le silence de quelqu'un qui a été mal compris, mais le silence de quelqu'un qui a été déjoué et qui calcule la suite. Et puis, parce que les gens comme Richard le font toujours, parce que c'est la dernière arme disponible, il a essayé de me faire sentir petite. Tu es paranoïaque, Margaret. Le nom complet. Ma mère m'avait appelé Margaret. Elle est décédée il y a 11 ans, et personne ne m'avait appelé ainsi. Depuis. Il l'a utilisé précisément pour cette raison. J'ai compris au moment où il l'a dit. Il l'a utilisé comme une lame cherchant une vieille blessure. Tu vas mourir seul dans cette grande maison. Aucun homme ne tolérera ce genre de traitement. Je l'ai regardé un instant. J'ai pensé au comptoir et aux questions financières et au regard de 2 secondes et au demi-pouce que ses épaules avaient baissé quand je lui ai dit que ma fille fictive était financièrement indépendante. J'ai pensé à la page 7 du contrat de mariage et au visage de Diane quand elle a dit « J'ai déjà vu ce document. » Pas identique, mais de la même famille. J'ai pensé au SMS de Chloé. Reviens maintenant. J'ai fait glisser la bague sur la table. Elle a fait un petit bruit contre le bois. Pas dramatique, juste un bruit. Dépose ta clé dans la boîte aux lettres. Avant 19h ce soir, dis-je. Tout ce que tu as laissé à la maison sera sur le porche. Diane a des copies de tout. Si tu me contactes à nouveau, elle ira voir mon avocate. Elle s'appelle Margaret Fenn. Elle pratique le droit de la famille depuis 12 ans.
Cela lui plaira. Richard a ramassé la bague. Il l'a regardée un instant avec l'expression de quelqu'un qui fait des calculs. Puis il l'a mise dans sa poche de veste et est sorti du Landing Coffee sans un mot de plus, sans nous regarder, sa posture parfaitement intacte. Il n'a pas regardé en arrière. Les gens qui font ce que Richard fait ne regardent pas en arrière. Il n'y a rien d'utile pour eux dans ce qu'ils laissent. La porte s'est refermée. Chloé a expiré un souffle qui donnait l'impression qu'elle le retenait depuis 1 heure. Nous sommes restés assises un instant dans le silence particulier de l'après-coup. Il a déjà fait ça, dit-elle. Ce n'était pas une question. Cela avait le poids d'une conclusion. Probablement, dis-je. Elle a traversé la table et a couvert ma main de la sienne. Elle n'a rien dit. Moi non plus. Derrière la fenêtre, une ville poursuivait un samedi matin ordinaire. Des gens avec des chiens, des tasses de café, des visages de week-end décontractés, le monde vaquait à ses occupations, inchangé. J'ai pensé, tu n'as jamais voulu m'épouser. Tu voulais me démanteler. Et puis j'ai pensé, mais je savais déjà comment me reconstruire. Je l'avais déjà fait. Et tu n'en avais aucune idée. Diane a déposé une plainte formelle auprès de la ligne d'éthique du barreau de l'État le lundi suivant. Non pas concernant Richard, il n'était pas avocat, mais concernant l'avocat qui avait rédigé le contrat de mariage, un homme nommé Gareth Hollis, qui dirigeait un petit cabinet d'affaires successoral depuis un bureau partagé en centre-ville. Diane avait reconnu un motif dans le langage du document qu'elle avait déjà vu dans 3 autres plaintes au cours des 4 dernières années. Une construction spécifique de clauses de divulgation et de dispositions de prise de décision qui apparaissaient dans des accords associés à un petit réseau d'hommes qui, il s'est avéré, menait un stratagème remarquablement cohérent. L'enquêtrice éthique avec laquelle elle a travaillé était une femme nommée Patricia Cross, 9 ans au sein de la division de la responsabilité professionnelle du barreau, méthodique, peu sentimentale. Patricia a dit à Diane, lors de leur 2e réunion, que le nom de Gareth Hollis était apparu en relation avec au moins 2 plaintes antérieures de femmes âgées de 50 à 60 ans, ayant des actifs indépendants significatifs. Les 2 plaintes avaient été insuffisantes pour donner suite, pas assez de documentation, trop de temps écoulé. Diane avait de la documentation, datée, scellée, contemporaine. Richard, il est apparu au cours des semaines suivantes. Grâce à un détective privé, mon avocate Margaret Fenn avait engagé un ancien détective spécialisé dans les crimes financiers nommé Owen Birch, avec 22 ans d'expérience dans le domaine. Il avait été engagé 2 fois auparavant au cours des 7 dernières années. Le premier engagement s'était dissous discrètement, la femme refusant de s'exprimer publiquement. Le second avait abouti à un mariage qui avait duré 14 mois avant que la famille de la femme n'intervienne. Elle avait, au cours de ces 14 mois, pris 3 décisions financières importantes que l'avocat successoral de sa famille décrivait dans une lettre à Margaret comme incompatible avec ses intentions documentées et d'un timing inexplicable. Owen Birch a posé le résumé sur ma table de cuisine un mardi après-midi. Je l'ai lu 2 fois. Il est patient, dis-je. Très, dit Owen. Le calendrier est toujours de 6 à 8 mois avant les fiançailles. Le contrat de mariage initie le processus de documentation, puis une lente érosion de l'autonomie financière pendant la première année de mariage, tandis que le conjoint est classé comme, il a jeté un coup d'œil à ses notes. Dans une période de stress élevé ou de transition de vie significative. Le langage de la page 7, la même clause, mot pour mot. Il a un modèle? Dis-je. Il a un processus, dit Owen. L'enquête du barreau de l'État assure. Gareth Hollis s'est officiellement ouverte en septembre. L'enquête criminelle que Margaret avait réussi à initier via un contact de l'unité des crimes financiers d'Owen, le détective Ray Moral, 14 ans d'expérience dans la fraude financière,
le genre d'homme qui parle en phrases complètes et garde son bureau. Impeccable, a pris plus de temps. Les enquêtes pénales pour fraude financière le font toujours. Mais l'enquête s'est ouverte. Elle était consignée. Le profil LinkedIn de Richard est devenu sombre en octobre. Non pas supprimé, juste vidé. L'historique professionnel supprimé, les connexions réduites à une poignée. La photo de profil remplacée par la silhouette grise par défaut. Je l'ai remarqué parce qu'Owen avait configuré une alerte. Je n'ai rien ressenti de particulier en le voyant. Cela m'a surprise, au début. Et puis non. La bague était partie de mon doigt des semaines avant qu'elle ne parte de mon doigt, si. Cela a un sens. Le jour au café avait été une confirmation, pas une découverte. La découverte s'était produite dans le miroir de la salle de bain à 23 heures. Seul avec la lumière de la vanité et l'anneau en platine sur le comptoir, quand une partie de moi savait déjà et attendait que le reste de moi la rattrape. Diane m'a appelé en novembre avec une mise à jour sur la plainte du barreau. Gareth Hollis avait rendu sa licence en attendant l'enquête. Pas un aveu de faute, disait sa déclaration, mais un choix d'éviter la distraction des procédures pendant qu'il poursuivait d'autres opportunités professionnelles, ce que les gens disent quand ils ont décidé que le coût de la lutte est plus élevé que le coût de partir. Margaret Fenn, qui n'exprime pas facilement ou souvent sa satisfaction, a dit, bien, quand je lui ai dit, 6 mois plus tard, je ne vais pas vous dire que je suis sorti de cette expérience sans aucun dommage. Ce serait malhonnête, et ce n'est pas le genre d'histoire qui mérite une fin malhonnête. Ce que je vais vous dire, c'est ceci. Je suis retourné voir le docteur Reyes en octobre, non pas parce que j'étais brisé, mais parce que j'avais le genre de clarté spécifique qui a parfois besoin d'une personne formée assise en face de vous pour être pleinement reçu. Nous avons passé plusieurs séances sur ce qu'elle appelait le problème de la double conscience. Le fait que mon expérience antérieure m'avait à la fois rendu plus perceptive et moins confiante en mes propres perceptions. Que j'avais eu raison d'observer, raison de tester et raison d'agir. Et que rien de tout cela ne annulait le chagrin de découvrir que j'avais eu raison. Parce qu'il y a du chagrin. Je veux le dire clairement. Même quand la justice arrive. Même quand on la voit venir. Même quand on tend le piège soi-même et qu'on regarde la chose y tomber. Il y a toujours du chagrin pour les 6 mois de plaisir sincère que vous avez connu avant de comprendre ce que c'était réellement. Il y a du chagrin pour la version des événements qui auraient existé si l'homme avait été celui que vous pensiez qu'il était. Ce chagrin est réel, et cela ne signifie pas que vous avez commis une erreur. Ma maison est silencieuse. Elle était silencieuse avant Richard, et elle est silencieuse maintenant. Et la qualité de ce silence est différente pour moi de ce qu'elle était. Ce n'est pas un silence de solitude. C'est le silence d'un espace qui m'appartient. Entièrement. Chaque comptoir en granit, chaque mètre carré, chaque document dans chaque classeur, le mien, intact, non perturbé. Chloé est venue pour Noël. Nous étions assises sur mon porche arrière dans le froid, en manteau, avec du vin, et elle m'a dit que ce qu'elle avait vu dans ce café, ce qu'elle avait ressenti en face de Richard au moment où il s'était penché en avant et avait commencé à construire soigneusement sa coopération, avait changé quelque chose dans sa façon de comprendre la matière qu'elle étudiait. C'est différent quand c'est dirigé contre toi, dit-elle. Tous les, dis-je. Elle hocha la tête. Nous sommes restés silencieux un moment. La bague de diamant, si vous vous posez la question, a été renvoyée à l'adresse de Richard. Par courrier recommandé dans une petite enveloppe matelassée 3 jours après. Le café. Je n'ai pas inclus de mots. J'avais tout dit à table. Il n'y avait rien à ajouter. Je n'ai reçu aucune réponse. Je n'en avais pas attendu. Ce que j'avais attendu et ce que j'ai reçu, c'est ceci. L'expérience continue, ordinaire, sans particularité d'une vie qui est la mienne. Complètement,
sans ambiguïté la mienne. Il y a eu des soirs, les premiers mois, où je me tenais dans ma cuisine avec une tasse de café et je passais ma main sur le comptoir en granit. Pas comme il l'avait fait. Pas avec évaluation. Pas avec inventaire. Juste avec ma propre main. Dans ma propre maison. Le sentant.